pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. C'est pas facile de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Les femmes n'attendent plus qu'on leur dise « tiens, viens ». Non, elles y vont. Elles y vont, pousse-toi de là, moi aussi je sais. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision, les femmes parlent 2 fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voie. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Élise Lucet. Élise Lucet, bonjour. Bonjour. Alors, pour revenir sur votre carrière, rien de tel que de commencer par le commencement et par l'enfance. Alors, j'ai envie de vous demander, enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Alors c'était un peu vague, mais j'ai eu très envie de devenir volcanologue. J'étais absolument fan d'Haroun Tazieff et du couple Kraft, Maurice et Katia Kraft, et je lisais tous leurs bouquins, je regardais les reportages à la télé sur la volcanologie, et je trouvais ça super intéressant parce que c'était à la fois une aventure et de la connaissance. Et au final, le métier que je fais, c'est une aventure et de la connaissance. Mais quand j'ai voulu être volcanologue, en fait, à 13 ans, je crois, à peu près, j'ai écrit une lettre à Haroun Tazieff qui très gentiment m'a répondu. Wow. Et qui m'a dit écoute, ma petite Élise, alors je vais être incapable d'imiter son accent rocailleux, mais en gros, ça donnait ma petite Élise, si tu veux devenir volcanologue, il faut faire. Et alors là, il me dit une agrègue de maths et une agrègue de physique-chimie. Et bon, ça m'a refroidi, sérieusement. Après, j'ai eu quelques années où j'ai vraiment douté. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Mais j'avais un véritable attrait pour la découverte de la vie des autres. Ça m'intéressait énormément. Mes parents nous ont fait beaucoup voyager quand on était enfants, ma sœur et moi. Et je pense que ça a semé cette graine de la curiosité qui n'est pas un vilain défaut, qui est une très bonne qualité. Le fait d'avoir voyagé comme ça a fait que j'ai eu beaucoup d'intérêt sur la vie des autres, pas forcément à des milliers de kilomètres, mais aussi parfois tout près de l'endroit où j'habitais, mais qui vivaient pas de la même manière que moi. Et ça a été quelque chose qui m'a toujours poursuivi. J'ai toujours eu ça vraiment ancré. Et après, pas très envie d'apprendre le monde dans les livres, en fait. Moi, ma sœur était très bonne à l'école. Elle avait 2 ans d'avance à l'école. Elle était très branchée par le cursus universitaire et tout. Et moi, pas du tout. Ça m'intéressait pas du tout. Moi, j'avais envie de voir la vie en vrai et de rencontrer des gens en vrai. Et donc, à un moment, du Canada anglais où j'ai passé 1 an, j'avais 18 ans, j'ai écrit une lettre à Radio France et à France 3 en leur disant que j'aurais bien envie de faire un stage chez eux. Et de manière assez miraculeuse, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a 2 stagiaires qui se sont dédiés à Radio France cet été-là. Et Radio France m'a rappelé alors que je rentrais du Canada puis de Londres. Et le jour où je suis rentrée de Londres, j'ai eu un coup de téléphone, mais vraiment hallucinant parce que j'étais pas en France depuis des mois. Et je rentre dans la maison de mes parents, le téléphone sonne, ils n'étaient pas là, mes parents. Je décroche le téléphone et là j'entends « Bonjour, c'est Radio France. On a reçu votre demande de candidature de stage il y a à peu près 4 mois. Est-ce que vous seriez libre demain ?» Et j'ai répondu évidemment oui, sans trop savoir d'ailleurs objectivement où j'allais, sans trop savoir ce qu'ils allaient me proposer, mais j'ai répondu oui tout de suite parce que je pressentais qu'il y avait quelque chose qui allait beaucoup m'intéresser. Je me sentais pas forcément à ma place. Mais j'avais une envie, mais je pense que une des personnes qui m'a formée, qui s'appelle Francis Gauguin, qui va bientôt malheureusement prendre sa retraite à Radio France en Normandie, et qui a formé beaucoup de gens, m'a dit mais quand je t'ai vu arriver, t'étais une véritable éponge. Donc dès qu'on t'apprenait un truc, on sentait que ça rentrait direct dans le cerveau et qu'il fallait pas te répéter les choses 2 fois. Et ça me passionnait tellement en fait que je crois que j'avais toutes les antennes ouvertes pour tout comprendre, tout apprendre le plus rapidement possible et surtout ne pas faire la même erreur 2 fois de suite. Ça me semblait très important vu la confiance qu'il m'accordait. Vous êtes arrivé à un moment où la profession était encore assez masculine, il y avait beaucoup d'hommes sur le terrain. Et est-ce que vous avez senti à ce moment-là que ça allait être compliqué pour vous, en tant que femme, d'évoluer dans ce milieu du journalisme ? Pas tellement.
Franchement, pas tellement. C'est-à-dire que oui, j'ai senti que le milieu était très masculin. Moi, quand j'ai commencé, tous mes rédacteurs en chef étaient des hommes. Il n'y avait pas de femmes rédactrices en chef. Il y avait déjà des femmes reporters, ça, il y en avait, mais pas encore grands reporters. Mais avec ma génération, les choses ont quand même vraiment commencé à changer. C'est-à-dire que moi, j'ai dû débuter avec une quinzaine de femmes qui étaient à la rédaction de France 3 en télé, parce qu'en radio, c'était déjà assez mixte. Mais là, quand notre génération est arrivée, il y a plein de femmes qui sont arrivées et il y a des femmes qui sont devenues grands reporters. Et il y a des femmes qu'on a vues en Afghanistan, ça c'était un peu avant nous, mais après en Irak, en Syrie, on les a vues sur des terrains de guerre en Bosnie ou des choses de ce style. Et ça a fait énormément changer le regard. C'est-à-dire que tout à coup, les téléspectateurs ont vu ces femmes qui étaient sur le terrain avec des gilets pare-balles, parfois un casque sur la tête, et qui sortaient des reportages absolument incroyables. Et ils se sont dit, mais elles sont formidables, ces filles sur le terrain. Et donc, ce qui était important, c'est que ça changeait à l'intérieur des rédactions, mais en même temps, ça changeait le regard des téléspectateurs sur les journalistes de guerre, entre guillemets, qui n'étaient plus des gros costauds avec des gilets à poche et des muscles incroyables, qui pouvaient être des femmes parfois très frêles, mais qui étaient extraordinaires sur le terrain, et puis qui allaient chercher justement parfois autre chose que de l'exploit journalistique, parce que je dis pas que tous les hommes cherchaient de l'exploit journalistique, mais il y avait quand même un peu ça dans les reporters de guerre, et elles cherchaient autre chose, elles cherchaient de l'humanité sur des terrains de guerre et à raconter des histoires humaines sur des terrains de guerre. Et ça, je pense que ça a beaucoup changé le regard des téléspectateurs et ça a fait énormément pour changer globalement la perception des femmes dans notre métier. Est-ce que vous avez été confrontée au cours de votre carrière à des formes de sexisme ? Peut-être, mais pas violente, et je pense que j'y ai réagi immédiatement. C'est-à-dire que quand il y avait des petites réflexions sexistes à mon égard ou à l'égard de certaines consoeurs, moi je répliquais, mais vraiment du tac au tac. Et je prenais ça presque comme, entre guillemets, un jeu sur lequel je transigeais pas. J'ai jamais laissé passer une remarque sexiste, mais je prenais ça beaucoup plus sur le ton, effectivement, de je te réponds immédiatement, ou sur le ton de l'humour, ou sur le ton assez sec, et je laissais rien passer. Et finalement, les hommes autour de nous acceptaient ce changement au fur et à mesure qu'on prenait nos places. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'au départ, les femmes étaient reporters, puis grands reporters, mais il n'y avait pas de femmes rédactrices en chef, adjointes ou rédactrices en chef. Et petit à petit, ma génération, justement, a commencé à prendre ces postes. Et moi, j'ai vu des femmes de ma génération devenir rédactrices en chef adjointe, puis rédactrice en chef. D'ailleurs, moi-même, je le suis devenue. Mais prendre la responsabilité de grandes éditions. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec une femme rédactrice en chef au 19-20, deux femmes rédactrices en chef au 13h, puis des femmes chefs de service. Enfin, tout ça s'est fait en même temps, d'ailleurs. Et au fur et à mesure, des femmes chefs d'unité, de programme. Puis maintenant, on a Delphine Ernotte qui est présidente de France Télévisions et qui fait son 2e mandat, avec une féminisation vraiment, ça a été un de ses axes de développement de France Télévisions et de changement, c'était de féminiser les postes de direction. Et ça s'est fait, mais alors ultra facilement, parce qu'en fait, les femmes étaient prêtes. Elles étaient prêtes. Il y avait plein de femmes. Elles n'attendaient que ça. Il y avait plein de femmes compétentes. Oui, elles n'attendaient que ça. Et en même temps, je pense que les femmes, elles ont à se battre contre quelque chose qui est qu'elles ne se sentent pas forcément légitimes. Et donc ça, c'est vraiment, il y a un boulot à faire. Et moi, d'ailleurs, j'ai dû le faire aussi. C'est que quand à un moment, on vous dit, voilà, tu vas prendre la direction d'eux, les femmes, elles se posent toujours la question de savoir si elles sont légitimes. Les hommes, ils foncent sur le poste, ils se disent, ah ouais, super, génial. Et je veux pas faire de globalisation et de sexisme à l'envers, mais c'est quand même globalement comme ça que ça se passe. Et les femmes se posent toujours la question de est-ce que je suis légitime ou pas. Et là, il y a eu une évolution, c'est que je pense que maintenant, cette légitimité, même si intérieurement les femmes se posent toujours cette question-là, elles y vont et elles prennent les postes. Et puis, il y a une prise en compte aussi, et ça c'est la nouvelle génération, celle de bien après moi, plus importante, je crois, de la vie personnelle des gens. C'est-à-dire, on fait un peu plus attention. Avant, quand on était journaliste, c'était en gros, ta vie personnelle ne compte pas, ta vie familiale ne compte pas. Et maintenant, la génération qui est arrivée derrière nous est plus exigeante par rapport à ça et dit, non mais attendez,
moi, j'ai un enfant malade, ou j'ai ci, ou j'ai là. Et il y a plus d'écoute dans la société par rapport à ça. On est beaucoup plus capable d'entendre. Et parfois, même quand c'est un papa qui le dit, c'est pas forcément une maman qui le dit. Ça peut être un papa aussi qui dit, mais ma femme travaille. Nous, on a un enfant malade à la maison. Et la société s'est ouverte aussi là-dessus, sur la sphère familiale, alors que le monde du journalisme avant était un monde qui était très fermé à ça. Il fallait travailler de 8h du matin à 23h. Et puis surtout, ne rien dire sur sa vie extérieure. Maintenant, les choses ont un peu bougé là-dessus. On va revenir à vous. Au final, si vous deviez me dire quelle est votre plus grande fierté dans votre carrière? Oula! Il y en a peut-être plusieurs. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je regarde toujours vers l'avant, en fait. Et donc, c'est compliqué pour moi de regarder vers l'arrière et dans le rétroviseur et de dire je suis fière de moi. J'ai toujours en fait 1, 2, 3 projets dans la tête qui sont des projets à développer et je suis plutôt toujours portée vers la suite et donc c'est complexe. Après j'ai envie de dire que ce dont je suis fière, mais c'est pas du tout une fierté individuelle, c'est justement d'avoir monté de belles aventures collectives. Donc moi je suis fière d'avoir participé, et c'est pas moi qui l'ai monté, donc à la création du 19-20, c'était Henri Sagnier qui l'avait fait, et ça a été une super aventure collective, et c'est toujours très intéressant de participer à la création de quelque chose. Quand on est au départ à la création d'un journal, d'un magazine, c'est toujours assez extraordinaire parce qu'on a une page vierge, une page blanche, et qu'il faut écrire l'aventure. On peut tout se permettre, finalement. Et voilà, et ça c'est génial, et donc ça c'est assez formidable. Il y a une autre aventure qu'on a créée ensemble avec Hervé Brusini, qui était Pièce à conviction, qui était une super aventure parce que premier grand magazine d'investigation à la télé, et donc là franchement c'était formidable. Pareil, super aventure collective, et puis très franchement aussi la création de Cash, parce que ça c'est une très belle aventure aussi collective d'équipe, et à un moment où personne ne s'attend à ce que un magazine débarque avec ce ton-là, avec ce côté un peu audacieux, parfois irrévérencieux, pugnace, et une femme aux commandes. Et en plus, une femme qui présente le JT et qui dit madame, monsieur, bonjour d'un air très poli et très polissé, mais qui, quand une fois qu'elle est sur le terrain, doit interviewer quelqu'un, le fait avec pugnacité. Vous disiez que vous, ce qui vous motivait, c'était effectivement le futur, que vous visiez toujours plus haut. C'est quoi votre rêve ultime ? Pas forcément plus haut, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la créativité. D'accord. Si vous voulez, c'est pas forcément plus haut. Moi, j'ai pas envie d'être présidente de France Télévisions. J'ai pas envie. Je vise pas des postes. En revanche, la créativité, je trouve que être à l'écoute de la société, de l'évolution de la société, de l'évolution des téléspectateurs, de la manière dont ils consomment la télévision, de ce qu'ils attendent, être capable d'entendre ça et de voir quel objet télévisuel on peut développer, comment on peut évoluer, comment on peut inventer des choses, c'est ça qui me passionne en fait. Je vais revenir à l'enfance et à l'adolescence. Il paraît que vous étiez une ado rebelle. C'est vrai ça ? On a du mal à vous imaginer ado rebelle. Eh ben si, j'ai été une ado rebelle, mais je pense que ado et rebelle, c'est deux mots qui vont très très bien ensemble. C'est vrai. Et que oui, enfin j'étais une ado rebelle. Je voulais faire partie du monde et je voulais faire changer le monde. Et en général, les ados, ils ont ça chevillé au corps, et je trouve que c'est très bien. Moi, les ados haricots verts bouillis qui sont devant leurs réseaux sociaux, franchement, c'est un peu tristouille, quoi. Et quand je vois des ados aujourd'hui, il y en a encore plein qui ont envie de changer le monde, de lutter contre le gaspillage, contre les dépenses d'énergie, pour l'écologie, pour l'environnement. Youpi, formidable. Ben, j'étais ce genre d'ado. J'étais rebelle. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, j'étais pas atone, quoi. J'étais dans la volonté de faire partie du monde et de faire bouger le monde. Ça, c'est sûr, certain. Et je détestais quand on me disait « c'est comme ça ». Ça, c'était une phrase pour moi insupportable. Quand on me disait « c'est comme ça », je disais « non, pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi ça resterait comme ça ?» Et ça, pour moi, c'était une phrase, mais vraiment inaudible. Les profs qui disaient ça, pour moi, étaient de mauvais profs. Parce qu'on peut pas dire à un enfant, c'est comme ça. Il faut lui expliquer pourquoi c'est comme ça. Il faut lui faire comprendre pourquoi c'est comme ça, lui faire adhérer peut-être à ça. Mais en tout état de cause, on peut pas répondre à un enfant, c'est comme ça. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand vous vous retrouvez face à un DG de multinationale et qui vous dit, alors, soit qu'il ne répond pas, ça peut vous faire sortir de vos gonds, ou alors qu'il vous explique, qu'il fait de la langue de bois, alors ça vous met hors de vous, vraiment. Mais hors de moi, c'est
si vous voulez, c'est pas forcément le terme hors de moi. C'est-à-dire que moi, il faut comprendre que quand on arrive à ces interviews qui sont des interviews charnières dans Cash, c'est des interviews qu'on a préparées avec toute l'équipe, parfois pendant des heures et des heures. L'enquête, elle dure depuis des mois et des mois. Et donc, c'est des rendez-vous extrêmement importants. Et laisser à un moment un interlocuteur qui soit politique, économique ou autre, s'échapper par de la langue de bois, c'est pas possible, c'est pas jouable. Il y a trop de travail derrière et nous, on a trop de preuves qui prouvent qu'à un moment, non, c'est pas ce qu'il raconte ou c'est pas ce qu'il essaie de faire croire aux téléspectateurs et donc aux citoyens. Et donc, à moi de tenir bon la barre de l'enquête dans l'interview. Et donc, je pense pas d'ailleurs qu'il faille être hors de soi. Il faut être pugnace et tenir là-bas et ne pas lâcher le travail qu'on a fait. Et ne pas le lâcher vis-à-vis, de mon équipe et des téléspectateurs. Et puis moi, je me souviens, comme j'ai un peu été dans les pays anglo-saxons, que les journalistes anglo-saxons sont capables de répéter 7 fois la même question. 7 fois, si on leur répond pas. Et si vous voulez, ce sont de très bonnes leçons. Et il n'y a pas d'agressivité à avoir. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas hors de moi. C'est pas une histoire de... Au contraire, à la limite, je pense qu'il faut ne pas être agressif, mais juste être droit et continuer son chemin en disant non, pardon, votre réponse ne me convient pas parce que ça n'est pas une réponse. Je vous ai posé telle question, donc maintenant répondez-moi à telle question. Finalement, ça ne vous manque pas d'être au JT parce que quand on voit parfois, j'imagine, la pression que vous pouvez avoir au lendemain d'une diffusion de Cash Investigation et toutes les menaces que vous avez pu recevoir, c'est quand même pas très confortable. Non, mais alors ça me manque pas du tout. Parce que d'abord, je l'ai fait 26 ans, donc c'est très long, que j'ai adoré faire cet exercice. Que vraiment j'y ai pris énormément de plaisir, mais en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est moi qui ai demandé à arrêter, et même 2 ans avant le moment où j'ai arrêté le 13h, parce que je pense que c'est un exercice extrêmement exigeant et qu'il faut être dedans à 100%. Et qu'à la fin, effectivement, j'avais plus d'appétit à faire les magazines que le JT, et que on se doit une grande honnêteté vis-à-vis des téléspectateurs. Et quand on n'a plus envie d'être à 100% dans un exercice, il faut arrêter de le faire. C'est jamais bon. Ouais. Et donc voilà, j'ai arrêté ça, et je me souviens très très bien le jour où je suis arrivée dans le bureau de mon directeur de l'info en lui disant, écoute, c'était Thierry Tuilier à l'époque, et je lui ai dit, écoute Thierry, je voudrais arrêter de présenter le JT. Il m'a dit, écoute, je pense que c'est la première et la dernière fois que j'entends un présentateur de JT rentrer dans mon bureau pour me prononcer cette phrase. Et ce qu'il me dit, normalement, les présentateurs de JT ne veulent jamais arrêter. Je lui dis, non, mais là, c'est bon, je suis allée au bout de l'exercice. J'ai trouvé ça passionnant, super intéressant, mais je pense que par honnêteté, il faut que j'arrête maintenant. Et bon, il m'a demandé de patienter encore 1 an, puis après encore 1 an. Mais il fallait vraiment à un moment entendre ça. Ça peut vous atttrister justement que vous soyez vu. Voilà, certains peuvent dire, c'est en fait trop. Non, ça m'attriste pas. Entre guillemets, ça fait partie du jeu. Tout le monde. Enfin, je veux dire, dès que vous êtes public, on aime bien vous coller une étiquette sur le dos et vous dire. Voilà, je suis un peu la mère Fouettard, quoi. Et non, je ne suis pas la mère Fouettard, je suis juste une journaliste qui essaie de bien faire son travail avec des équipes autour d'elle qui font bien leur travail aussi. Justement, voilà, vous êtes souvent définie à ce rôle de mère Fouettard, on va y revenir. Est-ce que vous pensez qu'on oserait dire ça d'un homme ? Pas forcément, en tout cas, on dirait il est pugnace, il est tenace, mais on dirait pas forcément mère Fouettard. Non. Ça peut arriver effectivement que quand une femme fait bien son job et est tenace et pugnace, on dise autre chose d'elle. On dise qu'elle est mère Fouettard ou qu'elle est insupportable ou qu'elle se prend pour une justicière. Et on dit ça pas forcément ça d'un homme. Mais c'est pareil, les choses évoluent, les choses bougent. Vous savez, en investigation, il n'y avait pas de femmes, il y en avait pas. Moi, quand j'ai commencé à présenter Pièce à conviction, avec Hervé Brusini, on a créé cette émission tous les deux. Et lui, c'était un de ses kiffs, parce qu'il disait, c'est génial, il n'y a jamais eu de femme en investigation, c'est qu'un travail d'homme. Enfin, il y avait eu Dominique Thiers qui avait eu un prix Albert Londres avec lui en tant que reporter. Et il y a eu quelques femmes reporters en investigation, mais c'était pas des femmes qui incarnaient des émissions d'investigation. C'était des hommes costauds. Et puis, encore une fois, le gilet à poche, ou alors, tout seuls dans leur bureau, en train de travailler, isolés, qui sortaient leur enquête au dernier moment. Et puis là, les choses ont bougé. Moi, j'ai dans mes équipes, y compris dans l'équipe de
de cache ou d'envoyé spécial, dans les deux, des femmes qui sont des enquêtrices redoutables, mais redoutables. Et donc, cette féminisation du monde de l'investigation, je pense que ça a été une bonne chose. Et j'en ai discuté avec des hommes qui étaient de la génération du dessus ou des hommes de ma génération, et qui disent mais ça a été génial de voir des femmes arriver dans ce monde très masculin, parce qu'elles nous ont apporté, alors pugnaces, tenaces, elles le sont. Elles sont en général hyper organisées, mais vraiment très organisées, avec un disque dur à la place du cerveau, avec tous les dossiers bien rangés. C'est impressionnant, hein. Et encore une fois, je fais pas de sexisme à l'envers, mais les femmes, c'est rare que quelque chose leur échappe, au sens où, mais vraiment, tout est hyper bien organisé, bien rangé. Elles savent exactement où sont les dossiers. Enfin, moi, j'ai quelques reporters chez moi qui travaillent pour Cash. Je suis hyper impressionnée. Elle me bluffe. Si je lui dis, mais cette phrase, tu la sors d'où? Elles n'ont pas besoin de chercher dans leur dossier. Elles vont me sortir là, parce que le dossier, en fait, elles l'ont dans le cerveau. Elles m'ont dit, mais en fait, c'est telle étude de tel organisme en telle année. Attends, je te retrouve le truc. Voilà, c'est là. Et ça prend 1 minute. C'est impressionnant. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Et vous, quelles figures féminines vous ont inspiré? Il paraît que c'est en regardant Christine Ockrent que vous avez dit... il paraît. Moi, j'ai pas de souvenir de ça, mais maman m'a dit ça, et comme ma maman ne me ment jamais, je pense qu'elle a raison. Je devais avoir 13 ou 14 ans, et j'ai dit à maman, un jour, tu verras, je serai à sa place. Et en fait, je pense que c'est parce que ma mère était hyper admirative de Christine Ockrent et qu'elle disait enfin une femme aux 20h, enfin ça y est, ce métier se féminise. Et je voulais donc obtenir la fierté de ma maman en lui disant ça. Mais moi, j'en ai aucun souvenir. Mais elle m'a dit, si, je t'assure, tu m'as dit cette phrase. Et même, elle m'a dit, sur le coup, je t'ai trouvé gonflée de me dire ça. Parce qu'elle me disait, franchement, je pensais que c'était pas possible. L'image que j'ai de vous, vous êtes une travailleuse acharnée. Justement, est-ce que vous arrivez à décrocher, à avoir une vie à côté aussi? Oui, parce que quand je travaille, et quand j'arrête. Tous mes collaborateurs, collaboratrices savent très bien que ils peuvent me déranger le week-end, mais il faut que ce soit important. Et que si c'est important, jamais je ne ferai la moindre remarque là-dessus. Mais que si en revanche, ils me dérangent pour discuter d'un truc dont on aurait pu discuter le vendredi ou le lundi, alors là, c'est stop, quoi. Et parce que je pense qu'il faut se ressourcer. Il faut, à un moment... lire, se balader dans la campagne, faire de la cuisine pour des copains, discuter. Moi, dans la rue, on m'arrête, donc je discute avec les gens. Il faut se nourrir de plein de choses autres pour pouvoir être à fond quand on est dans son boulot. Comment est-ce que vous avez concilié votre vie professionnelle très prenante avec votre rôle de mère? Si vous voulez, je pense que personne n'est la mère idéale. Première chose, donc faut arrêter de se déculpabiliser. Après, moi, franchement, j'ai mis des hollas assez clairs sur les soirées et les week-ends où les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû élever ma fille seule assez tôt. Et donc, j'ai expliqué à mes équipes que je pouvais travailler très tôt le matin, ça, aucun souci. Jusqu'à 19h, aucun souci. Qu'après 19h, il pouvait me déranger au téléphone, mais qu'en revanche, j'étais chez moi. Et que s'il me dérangeait au téléphone, c'est vraiment que ça ne pouvait pas attendre le lendemain. Et que le week-end, c'était la même chose. Donc, je pense que j'ai quand même été extrêmement présente avec ma fille. C'est-à-dire que je suis jamais... Il y a des parents qui rentrent à 22h et qui ratent le coucher des... Moi, jamais. J'ai jamais raté le moment de... je te fais le dîner, je te donne à manger. Quand elle était toute petite, maintenant, elle mange toute seule, évidemment. Hein. Mais et ensuite, je te couche, je te raconte la petite histoire. Et je le rate toujours pas aujourd'hui. C'est-à-dire, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé au collège, raconte-moi, je connais le nom de ses copains, je connais le nom de ses profs. Alors, bien sûr, je suis pas la mère parfaite. Hein. Y a plein de... parfois, elle me dit, mais enfin, maman, y a des femmes qui travaillent pas, qui s'occupent de leurs enfants à plein temps. Je lui dis, oui, mais moi, je ne suis pas cette femme-là. Et très franchement, si j'étais à la maison, je pense que je serais insupportable. Donc, il vaut mieux que je travaille pour toi, parce que je serais infecte. Et après, je pense que elle est tout à fait consciente de tout ce que j'ai pu lui apporter, de la curiosité des autres, du monde. Quand je la vois aujourd'hui dire bonjour à tout le monde,
s'intéresser aux autres, quels qu'ils soient, quels que soient leurs milieux sociaux, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur boulot, quel que soit leur parcours. Je me dis que j'ai réussi à lui transmettre cette curiosité et que c'est peut-être le plus joli cadeau que j'ai pu lui faire, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Alors ça change tout le temps. Elle a voulu être espionne, astronaute, actrice. Et là, il y a 2 jours, elle m'a dit, je sais plus. Ah. Donc, en gros, comme tous les enfants, elle rêve. Et moi, j'essaie d'encourager ses rêves. Et puis, elle passe par des phases. Et puis, voilà, quoi. Et elle voulait être aussi agent immobilier à un moment. Voilà, ça change, ça bouge. Mais l'idée, je pense que c'est d'accompagner ses enfants, justement, pour qu'à un moment, un de leurs rêves devienne une réalité ou plusieurs de leurs rêves. Et si elle vous dit « je veux devenir journaliste », qu'est-ce que vous allez lui répondre? J'attendrai qu'elle me le dise. Dans vos équipes, justement, vous avez beaucoup parlé de vos équipes et je sens l'importance pour vous de les mentionner. Quelle est la part des femmes? Est-ce que vous faites attention à ça? Ah oui, très. 50-50 ou peut-être même plus de femmes en ce moment à Cache que d'hommes. Et encore, je sais même plus. Mais oui, c'est très important. Il y a un équilibre à avoir dans les équipes. Cette mixité, elle est hyper importante. Oui. Et puis, il n'y a plus de discussion. Enfin, moi, je vois les rédacteurs en chef avec lesquels je bosse aujourd'hui, parce que j'ai 2 rédacteurs en chef à Cache et à Envoyé spécial, 2 rédactrices en chef adjointes à Cache et à Envoyé spécial. Donc, on est des équipes de direction très mixtes, puisque moi-même, je suis rédactrice en chef des 2 émissions, et des équipes de reporters très mixtes. Et il n'y a même plus de discussion là-dessus. Mais il y en a même plus, quoi. Enfin, et au tout début de Cache, c'était majoritairement masculin, mais parce qu'effectivement, il y avait encore assez peu de femmes dans l'investigation. Mais là, moi, j'ai un rédacteur en chef qui adore bosser avec les femmes et qui trouve ça formidable et qui serait très malheureux s'il n'y avait pas de femmes dans l'équipe. Très franchement. Mais moi, je serais aussi très malheureuse s'il n'y avait pas d'hommes dans l'équipe. Les 2. Il ne faut pas tomber, effectivement. Non. Je pense que c'est la mixité. L'excès inversé. Et puis le fait qu'on n'y pense même plus, en fait. Le plus important, c'est que, enfin, tu vois, franchement, il y a l'histoire des quotas, tout ça, c'est terminé. C'est fini. Ça nous vient même plus à l'esprit. Il y a un bon investigateur ou une bonne investigatrice en face. Et voilà, bingo, on prend. C'est le CV qu'on retient, c'est le parcours qu'on retient. Et c'est plus du tout de savoir si c'est un homme ou une femme. Il y a peut-être un autre champ de bataille, peut-être les inégalités salariales. D'ailleurs, c'est un sujet que vous aviez abordé dans Cache Investigation. Est-ce que, à titre personnel, vous avez dû vous battre pour votre salaire? Ah oui. Ah oui. J'ai encore un souvenir cuisant d'un rendez-vous dans le bureau d'un DRH qui m'aimait pourtant très bien d'ailleurs. Et qui m'a dit, tu as 3 défauts. Je devais avoir 34 ans. Je présentais le journal depuis plus de 10 ans. Enfin non, depuis presque 10 ans. 34 ou 35, je ne sais plus exactement. J'étais une des figures de l'antenne très importante pour France 3 à l'époque. J'étais vraiment très mal payée par rapport au boulot que je faisais. Et il m'a dit, tu as 3 défauts, tu es une femme, sympa déjà, tu es jeune et tu n'as jamais été virée. Je dis pardon? Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Et je me souviens que j'ai fondu en larmes dans son bureau en me disant, mais comment tu peux me dire ça? Comme si n'avoir jamais été virée était un défaut et non pas une qualité, parce que en gros, si on m'a pas virée, c'est peut-être parce que je fais bien le job, en tout cas j'essaie. 2, je suis une femme, là, je vais pas pouvoir faire grand-chose, donc c'est du sexisme. Et tu es en train de me dire que c'est tout à fait normal que les femmes soient moins bien payées dans la maison que les hommes. Et jeune, ça finira par s'arranger, mais ça va prendre un peu de temps. Donc, c'est effarant. Donc, oui. Pendant des années, on m'a expliqué que, fallait que je me calme, quoi. Enfin, bon, et puis, c'était que des hommes qui étaient à la DRH à l'époque. Pourtant, c'est un métier très féminin, la DRH. Mais moi, les gens qui s'occupaient de moi, c'était toujours des hommes. Et j'ai entendu des choses vraiment pas sympas, et certaines de mes consoeurs aussi, franchement. Et les femmes ont toujours dû beaucoup plus batailler pour obtenir le salaire qu'elles méritaient tout simplement. Et ça leur a pris beaucoup plus de temps globalement pour obtenir ce salaire, alors que les hommes l'ont eu, je pense, beaucoup plus rapidement. C'est en train de changer et je pense qu'objectivement aujourd'hui, dans les salaires d'embauche à France Télévisions, il n'y a plus aucune différence entre hommes et femmes. Et dans les parcours professionnels, il y a une vraie attention qui est portée à cette égalité salariale entre hommes et femmes.
On en vient à la conclusion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui ont envie de suivre votre voie ? Allez-y. Allez-y et surtout prenez le relais et inventez ce que j'ai pas su inventer et soyez créatifs. Ne rentrez surtout pas dans les rails parce que moi, j'ai pas fait d'école de journalisme et parfois je vois des jeunes sortir d'école de journalisme. Ils ont eu une très bonne formation en règle générale, mais ils ont tellement peur de pas avoir de boulot que quand ils ont un job, on leur dit faites ci, faites ci, faites ça. Ils font ci et ça. Et moi, je leur dis gardez votre personnalité, ne rentrez pas toujours dans les rails, soyez créatifs, proposez des idées, bousculez les générations d'avant vous. C'est vous qui êtes porteurs des idées nouvelles. Elles sont pas forcément toutes bonnes. Faut pas faire de l'angélisme. C'est pas parce que les gens sont jeunes qu'ils ont que des bonnes idées. Mais il y a un échange à avoir réel et il faut leur laisser la possibilité d'apporter ce sang neuf, de nous leur apporter des structures de réflexion et aussi d'apporter parfois du sang neuf aussi, parce que c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on a plus d'idées. Mais voilà, faut être créatif et puis allez-y, croyez en vous, quoi. Moi, je pense qu'à un moment, franchement, quand on a une envie chevillée au corps, quelle qu'elle soit, que ce soit d'être journaliste, ou autre, astronaute, c'est plus compliqué, mais bon, quand même. Regardez pas. Thomas Pesquet, que moi j'ai rencontré, il l'a fait. Il a même expliqué dans sa BD tout son parcours d'enfance là-dessus. Il faut absolument y aller. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Et je vous remercie pour cet entretien très intéressant. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.